Look at yourself, Mr. Gray. As I grow old, this picture will remain always young. If it were only the other way, if it were I who was always to be young, and the picture that was to grow old. You would hardly care for such an arrangement, Basil. It would be rather hard lines on your work. I should object strongly, Harry. You oughtn't to express such a wish in the presence of that cat, Dorian. It's one of the 73 great gods of Egypt, and is quite capable of granting your wish. Lord Henry is right. I know now that when one loses one's youth, one loses everything. Perhaps a cup of tea will bring you round, Dorian. You will have some too, won't you, Harry? Or do you object to such simple pleasures? I adore simple pleasures. They're the last refuge of the complex. It's more than a painting. It's part of myself. As soon as you're varnished and framed, Dorian, you will be sent home. Then you can do whatever you like with yourself. You better send along the Egyptian cat. I don't think the god and the picture should be separated. I will if Dorian wants it. If only the picture could change, and I could be always what I am now. For that I would give everything. Yes, there's nothing in the whole world I would not give. I would give my soul for that. Pour dire la vérité, la première image qui m'a vraiment fait réfléchir, enfin, frappé émotionnellement parlant et j'allais dire traumatisé, mais fasciné, quoi. C'est l'image d'une peinture dans un film. Voilà, le combo. Donc c'était en 81 au cinéma de Minuit, donc j'avais 9 ans. Et c'était la première fois que je voyais le film, que j'aurais pas dû voir d'ailleurs, je pense que j'étais trop jeune, le portrait de Dorian Gray, la version de 1945, qui reste à ce jour d'ailleurs un de mes films préférés au monde, enfin tout genre confondu. Et la découverte, donc j'étais très jeune, donc voilà, donc je comprenais pas vraiment toute la subtilité, toutes les couches d'interprétation de ce film, bien sûr. Moi, j'ai lu le livre plus tard, mais j'étais déjà fasciné. Par contre, totalement fasciné. C'était un film d'horreur qui disait pas son nom. L'acteur était incroyable. Enfin, tout était incroyable. Il y avait une sorte de violence retenue, un nihilisme qui. Enfin, c'était extraordinaire. Bref, et donc c'est l'image qui me revient, c'est la découverte du tableau qui commence à se détériorer et où il sent un rictus. Enfin, il s'observe et il y a un rictus qui fait que non, il est moins beau que la dernière fois qu'il a regardé le tableau, quoi. Mais donc on n'est pas encore dans l'effroi, voilà. Mais il y a ce moment où il dit. Puis il y a une voix off en plus, voilà, tout d'un coup, sur le visage, il y avait un truc bizarre, une expression un peu cruelle, moche. Et j'étais tout petit et je regardais ça et je disais, ah merde, ouais, exact. Et ça m'a tellement frappé, quoi. Ça m'a terrifié, en fait. Mais parce qu'aussi, c'était l'annonce comment dire, c'est vraiment un film de peur d'adulte et de fantasme d'adulte et voilà, à 9 ans, je percevais vaguement des trucs louches, quoi. Mais ça, voilà, c'est vraiment l'image qui m'a en premier, je pense, frappé au point d'y repenser, parce que plus petit, j'ai vu qu'il y a des gens qui parlent de souvenirs. Enfin, voilà, moi, je suis très vieux, donc j'ai mes premiers films au ciné, c'est le premier Superman avec Christopher Reeves, des choses comme ça. Mais je peux pas dire que c'était fabuleux, je me suis régalé. Mais est-ce qu'il y avait vraiment une image qui m'a... non, pas vraiment. C'est vraiment ce film-là. C'est le portrait de Dorian Gray, c'est vraiment ce face-à-face avec son tableau et où il réalise il y a un truc qui cloche, quoi. Mais c'est waouh. Donc ça, voilà, c'est là. Est-ce que le fait que... Là j'imagine que tu parles de du dernier plan, le plan final. Le film est en noir et blanc. Le dernier plan est en couleur. C'est le moment où il découvre ce tableau. Est-ce que c'est pas... Je tente là. Est-ce que c'est le fait que ça passe en couleur? Puis le tableau est effrayant. Le personnage du tableau est assez effrayant. Je me souviens très bien. Un film réalisé par Albert Lewin, entre parenthèses. Oui. Celui qui fera Pandora plus tard.
et un cinéaste sous-estimé et qu'adorait Patrick Brion parce que alors pour la petite histoire, ce film que tu as cité, je l'ai découvert moi aussi au cinéma de minuit, mais beaucoup plus tard. Mais c'est pour dire que c'était un cinéaste qu'aimait beaucoup Patrick Brion. Est-ce que le plan final, le fait qu'il passe comme ça, qu'il switch en couleur, est-ce que ça a aussi peut-être renforcé une certaine peur, une espèce d'effroi que tu as eu à ce moment-là? Parce que moi, c'est ça hein, qui m'a fait, c'est le fait qu'il soit en couleur. Alors je vois ce dont tu parles, mais moi je parle en fait d'une scène qui est à mi-film, puisque tu sais, avant vraiment la découverte du tableau terrifiant à la fin, et où effectivement on bascule dans la couleur, et il y a une sorte de pornographie colorifique, je sais pas comment dire, enfin en fait on est agressé même par les couleurs, tout d'un coup on s'y attend pas du tout. Moi c'est une scène à mi-film où tu sais, il monte une ou deux fois pour observer son tableau et se confirmer que oui, en effet, c'est le tableau qui prend tout. Enfin, et c'est là qu'il le cache d'ailleurs. Il le cache parce que il voit qu'il peut plus le laisser exposer. Donc moi, c'est cette scène-là qui m'a vraiment marqué. C'est le moment où le tableau n'est pas encore terrifiant, il est juste malsain. Il y a un truc malsain, quoi. Mais la scène finale dont tu parles, elle m'a. C'est peut-être le premier vrai film d'horreur que j'ai vu de ma vie. Il y avait eu L'étrange créature du lac Noir, mais c'était l'année suivante et honnêtement, ça ne faisait pas peur. Enfin, j'ai adoré, hein, j'ai adoré. Mais je peux pas dire que j'ai eu peur. Le portrait de Dorian Gray m'a vraiment fait très peur. Il m'a vraiment fait très peur parce que voilà. Mais donc oui, la scène finale, elle est extraordinaire et en plus, ce personnage a quelque chose. Enfin, moi, c'est vraiment un film donc auquel j'ai beaucoup repensé plein de fois. En plus, moi, je suis un passionné de Bret Easton Ellis et de littérature. Enfin, je viens de la littérature, moi, en fait. Mais et donc quand il y a eu American Psycho, enfin, il y a eu tellement d'œuvres, ou même Hubert Shelby avec Le Démon. Il y a tellement d'œuvres qui quelque part s'inspirent, je trouve, du portrait de Dorian Gray de Wilde, que c'est vraiment c'est une œuvre qui me hante depuis très 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 longtemps, je pense jusqu'à la fin. Mais c'est l'horreur finale est tellement violente visuellement, alors que tout le film est tendu et il y a très peu de scènes spectaculaires dans le film. Enfin, ce qui est spectaculaire, c'est sa cruauté à lui, enfin la façon dont il s'adresse aux gens qui l'entourent. Enfin, waouh, c'est assez, et sa solitude, la solitude aussi fait peur. Moi, je me souviens que la solitude dans ce film me faisait peur, l'isolement, le rejet de la société. Enfin, il y a quelque chose de fascinant, mais au sens vraiment du dictionnaire. Et oui, il y a comme ça je suis d'accord avec toi. Il y a tu me renvoies il y a des éléments comme ça qui me marquent. Il y a le cynisme de l'acteur George Sanders, qui, d'ailleurs, je crois, c'est lui qui raconte le film, si je me trompe pas. C'est la voix, c'est lui. Et puis il y a aussi cette scène assez incroyable et totalement surréaliste. Alors, est-ce que c'est Angela Lansbury? Je sais plus du tout si c'est elle qui joue le rôle de tu sais, le rôle de la fille qui va tomber amoureuse du gars et elle chantonne comme ça quelque chose, une espèce de truc, une chanson autour d'un comment on appelait ça, d'un oiseau. J'ai des vagues souvenirs comme ça et c'est très très flippant. Et je suis d'accord avec toi. Pardonne-moi mon indiscrétion, mais je pense que tu comprendras la question vu que tu es aussi cinéphile que moi. Comment tu es tombé sur ce film? Tu l'as vu en cachette? Quelqu'un te l'a transmis? Comment ça s'est passé? Alors, je vais faire un tout petit peu 36-15 ma vie, mais j'ai été élevé tout seul par une mère qui avait de très très nombreux problèmes, voilà, et donc qui m'a pas vraiment élevé, je sais pas comment dire. Donc, donc en fait le soir, je faisais un peu ce que je voulais dès lors que j'étais dans ma chambre et on avait une petite télé noir et blanc qui pesait rien, enfin, et donc je la piquais en fait. J'allais la subtiliser quand ma mère était endormie, assommée d'alcool, enfin ça voilà, hein, bref. Et donc j'allais chercher la télé et pour fuir ma réalité. Enfin, j'ai eu une enfance assez compliquée. Enfin, c'est dur. Et donc, en fait, le soir, j'avais compris qu'il y avait des émissions. Alors, il y avait la dernière séance avec Eddie Mitchell, que j'adorais. Et il y avait le cinéma de minuit. Voilà, il y avait des films qui me fascinaient. Surtout, ça me permettait de me coucher tard, parce qu'en fait, j'attendais d'être abruti de sommeil, parce que j'étais pas très heureux. Enfin, voilà. Et donc, je ne connaissais rien. Je laissais juste les films. Je me disais, il y a un film, c'est super et tout, quoi. C'était
la fascination du cinéma, quoi, vraiment dont vous parlez, quoi. Et donc un soir, après j'ai vérifié plus tard et j'ai vu que c'était en février 81, la première diffusion au cinéma de minuit de ce film. Et donc je lance ça, mais je savais même pas ce que c'était. Et en plus le portrait de Dorian Gray, le titre, enfin ça se serait appelé Terreur dans le manoir. Enfin tu vois. Mais je m'attendais à rien, je savais pas du tout. Et du coup j'ai été d'abord fasciné par la beauté de l'acteur, qui avait une beauté extrêmement androgyne, enfin une sorte de Michael Jackson avant l'heure, hein, d'ailleurs, hein, totalement efféminé et avec de grands yeux très froids comme ça. Et donc je me suis voilà, je suis tombé sur ce film sans le vouloir, j'ai envie de dire vraiment. Mais je me souviens très bien qu'après, quand il s'est terminé, il était donc tard, hein, c'était le cinéma de minuit. Et je me souviens que je me suis allongé dans mon lit, je me suis dit mais qu'est-ce que je viens de voir, quoi. Et c'est comme s'il y avait une petite voix qui me disait bon, t'as compris 30% de ce que t'as vu, quoi. Mais ça va, c'est un film où tu vas y revenir plus tard. Et oui, j'y suis revenu plus tard, oui, c'est sûr. Mais donc voilà, par hasard. Pardon, excuse-moi. Oui, donc par hasard. Tu me disais que tu venais beaucoup plus de la littérature. D'accord. Puis tu m'as cité quelques romanciers qui d'ailleurs, comme tu disais si bien, ont un lien avec Oscar Wilde. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est entre littérature et cinéma, comment ça s'est passé? Comment parce qu'au jour d'aujourd'hui, si je me trompe pas, est-ce que la chaîne YouTube sur laquelle tu travailles, c'est plus concentré sur des films, en plus des films d'une certaine période, mais ça on va y revenir. Et comment tu as fait pour passer par cette littérature et est-ce que le cinéma a toujours été finalement présent? Alors le cinéma, en fait, le point commun entre le cinéma et la littérature, c'est que c'était des échappatoires au début, des échappatoires à la réalité. Voilà. Donc c'est vraiment ça. On a un point commun, toi, Mérège, parce bon, moi je suis le plus vieux, donc vous me devez le respect. Mais oui, bien sûr. Tu es mon invité, donc par définition, je te dois le respect, quel que soit ton âge normalement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un point commun qui est que le cinéma était quelque chose d'exceptionnel à divers niveaux. Aujourd'hui, et c'est normal, un jeune qui est né dans les années 90 ou même 2000 ou tout ça, il est né avec le cinéma accessible. Au pire du pire, ses parents avaient des DVD. Bon, je parle même pas. Bon, après, avec Internet, voilà, c'est mort. Mais il n'y a qu'à tendre le bras et on a des millions de films. Nous, moi, le cinéma, ça passait à la télé et on y avait accès, ou alors il fallait aller au cinéma. Et c'était vraiment un truc. C'est compliqué. C'était pas rien, quoi. C'était pas rien. Et donc les films, c'était vraiment, c'est une échappatoire extraordinaire. Après. Il y a un point commun, je sais plus quand j'ai vu où tu parlais de c'était hier, je crois, où je regardais une de vos vidéos et où tu disais que ton premier grand choc, c'était SOS Fantôme en salle, si ma mémoire est bonne. En salle, oui, exactement, oui. Voilà. Et c'est vrai que en plus, je suis d'une génération où on a été gâté, on n'en avait pas conscience. Hein. Moi, si on m'avait dit dans les années 80. Tu sais quoi, en 2020, le monde entier, de la culture en tout cas, sera hanté par les années 80. Je n'y aurais pas cru 2 secondes. J'aurais dit, non, bien sûr que non, on sera passé à autre chose. Mais c'est vrai que quand tes premiers films, c'est E.T., quand tes premiers films, c'est Gremlin, ou mais même, alors bon, on peut parler de Stallone, mais qui a été qui a joué un rôle énorme dans mon enfance, mais Rocky 3, moi, c'est des films qui te faisaient pleurer, te rendaient totalement survolté dans un sens assez magique. C'était comme les montagnes russes, quoi. On a quand même été très gâtés. Et encore, je parle même pas de tous les films que j'ai pas pu voir à l'époque parce que j'étais trop jeune. Mais quand il y a Scarface, c'est sans fin, c'est sans fin. Et effectivement, ces années-là, donc. C'est vrai qu'elles ont été très riches. Et moi, le cinéma était vraiment une échappatoire. C'était magique. C'était la magie de fuir dans voilà, quelque chose d'imaginaire et tout. J'avais pas encore vraiment les exigences qui sont venues un peu plus tard sur parfois c'est mal réalisé ou alors bon, c'est un peu voilà, c'est normal, hein, en même temps. Hein, t'es ado, voilà.
t'as pas les mêmes attentes. La littérature, c'est un tout petit peu différent dans la mesure où on fait plus d'efforts. Je sais pas comment dire. Le cinéma, pour moi, en tout cas, quand j'étais adolescent, le cinéma, c'était vraiment l'abandon total. Emporte-moi. C'est vraiment comme si on disait au réal, voilà. C'est pour ça que je pense au grand 8. Parce que pour moi, c'est tu t'installes, tu t'assieds, il y a voilà, et c'est, voilà. Toi, tu es juste là. La littérature ou l'écriture, parce que moi, je suis très vite basculé dans l'écriture, en fait. Mais, c'est vraiment un effort, c'est une lutte, c'est un peu douloureux. Enfin, en tout cas au début, même à lire, c'est douloureux au début. Enfin, un ado n'adore pas lire. Enfin, c'est assez rare. donc il faut vraiment l'accrocher. Moi, j'ai été accroché par Kafka, des trucs comme ça. Mais on a tous notre parcours. Mais la différence, je dirais, que c'est que le cinéma, c'était vraiment quelque chose à la fois de futile, dans le sens où on pourrait dire que c'est du loisir, enfin, ou de la distraction, de la culture, comme il y a le débat récemment. Mais moi, j'ai très vite compris que, par exemple, dans ma vie, le futile serait en réalité vital. Donc, moi, si on m'enlève les films, le cinéma, tout ça, je suis pas certain de pouvoir vivre sainement dans ma tête. J'ai vraiment besoin de ce média, enfin, de cet art-là, enfin, en tant que spectateur. Donc moi, pour moi, c'est vraiment cette démarche-là c'est pas tellement fuir la réalité, parce qu'en même temps, c'est très momentané, mais c'est vraiment des bouffées d'air. Voilà, c'est comme des bouffées d'air, d'oxygène, quoi. Il était prévu qu'à un moment je te pose la question sur la raison du titre, La fuite en vidéo. J'ai la réponse. Question. Oui. C'est effectivement, je suis d'accord avec toi. Et tu as écrit très vite, très peu. Tu étais enfant quand tu commençais à écrire ou ça s'est fait plus tard? Ah oui, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans. C'est une question en fait, ça fourmillait beaucoup dans ma tête. Donc, il fallait que je fasse des choses, quoi. Et une fois de plus, il fallait que je fuis ma réalité. Parce que ma réalité, elle était entre 5 ans et 12 ans, ça a vraiment été atroce. Donc dès que je revenais à ma vraie vie, enfin, dès que j'ouvrais les yeux et que je regardais autour de moi, j'avais vraiment envie de mourir, quoi. Mais vraiment. Donc, donc il fallait fuir tout le temps. Et j'ai fui à travers la musique, en tant que j'écoutais, hein, voilà, j'écoutais beaucoup de musique. Et j'ai fui de plein de façons, donc avec la télé, enfin les films, tout ça. Et j'ai fui aussi à travers l'écriture et le dessin. Donc en fait, j'écrivais des rédactions. J'étais pas très bon à l'école, sauf en rédaction, parce que j'adorais ça, parce que voilà, la rédaction, c'est tu fais ce que tu veux, tu racontes une histoire, enfin c'était magique. Donc en fait, quand je rentrais chez moi, je m'enfermais dans ma chambre du mieux que je pouvais pour être tranquille et j'écrivais. Donc c'était nul à chier évidemment, hein. Mais c'était pas le problème. Enfin, le geste était là. Le geste était là. Donc j'ai écrit et je n'ai plus vraiment arrêté. Ça a évolué évidemment. Et après, comme tous les ados, j'ai écrit. Enfin, pas comme tous les ados, mais comme tous les ados peut-être de ma génération. J'avais un journal intime. J'écrivais des poèmes, des choses comme ça. Et puis un jour, bon là par contre, je vivais chez mon père. Mes parents se sont séparés avant ma naissance, hein, je précise. Et mon père, donc j'écrivais des poèmes, des trucs comme ça. Et puis mon père un jour a fouillé ou je sais plus quoi. Enfin bref, il est venu me voir avec un cahier de mes poèmes et il m'a dit, je pourrais te dire que c'est médiocre, mais en fait c'est même pas ça. Enfin, en fait ça le faisait rire, quoi. Et je me suis senti tellement humilié. Enfin, c'était tellement le truc de trop, parce que je prenais aussi plein la gueule sur mon physique, parce que j'avais les cheveux trop longs. Enfin bon bref. Et sur un coup de tête d'ado, vraiment le truc, hein, tu sais, voilà, irréfléchi de l'ego qui parle. Le lendemain, je suis allé à la Fnac au rayon littéraire et j'ai cherché les revues littéraires. Et j'ai noté les adresses. Donc j'ai pris les plus grandes. Donc il y avait L'Infini de Philippe Solers, il y avait Digraph de Jean Rista. Tout ça, c'était Gallimard, Flammarion. Et j'ai envoyé des sélections de textes par crânerie en me disant de toute façon je n'ai rien à perdre. Et j'ai reçu une réponse de Jean Rista en fait qui m'a dit dans l'état on peut rien publier. Par contre il y a quelque chose, il y a clairement quelque chose, donc je te propose qu'on se voit, que tu me montres tout ce que tu fais. Enfin si tu veux vraiment écrire, moi je veux bien t'aider parce que t'as un truc. Donc
incroyable, incroyable. Et j'ai commencé à aller aux réunions du mercredi. Enfin, après, c'est tout un truc. Alors, il y avait aussi des journalistes du Monde. Il y avait Pierre Bourjade à l'époque. Enfin, il y avait plein. Il y avait même, enfin, il y avait Welbeck à un moment d'ailleurs qui traînait par là. Bref, et j'ai fini par être publié. Donc, mon premier poème a été publié. Puis après, j'ai publié des textes et tout. Et puis j'ai pu aller voir mon père en lui sortant le numéro. À la gueule en lui disant bah tiens c'est tellement pourri que je suis chez Flammarion. Bon, enfin, c'était drôle. Mais donc et donc voilà, et donc après j'ai plus vraiment arrêté d'écrire, mais j'ai un peu abandonné mes rêves, enfin mes rêves. C'était pas des rêves, mais j'avais des exigences d'écriture que j'ai un peu laissé tomber. Je voulais écrire des romans. J'en ai écrit des romans, mais je les ai jamais envoyés. Et j'ai arrêté j'ai laissé tomber ça en fait. Voilà. Donc j'écris, mais différemment. Je fais de la musique depuis 15 ans. Il y a des textes, donc j'écris les textes, c'est comme des poèmes. Mais voilà. Donc voilà mon. Ouais. Et est-ce que très beau parcours assez intéressant. Est-ce que tu as aussi exercé de la critique d'art, donc en l'occurrence de la critique de cinéma, que tu en as écrit surtout. Alors chez Digraph, j'en ai fait. Alors pas de cinéma de mémoire parce qu'en fait Digraph par exemple était une revue donc très exigeante, très intellectuelle entre guillemets. Donc voilà, il y avait quand même on pouvait pas parler de n'importe quoi. Enfin moi je me ramenais, je faisais des suggestions par moment et on me disait oui ou non. Mais il y avait une section à la fin qui était culture et j'ai écrit dessus, dans cette section, au fil des ans, j'ai écrit des articles très littéraires, parce que c'était une revue littéraire, donc c'était pas des vrais articles comme on pourrait dire dans Libé ou je sais pas quoi. Mais c'était quand même, je me souviens, j'avais fait un papier sur la mort de Kurt Cobain, j'avais fait un papier sur je sais plus quoi d'autre. Et je crois que j'avais parlé d'un film à une époque, je crois que c'était Living Las Vegas avec Nicolas Cage et Elizabeth Shue, qui m'avait incroyablement marqué ce film. Et je crois bien que Jean m'avait dit ok tu peux écrire là-dessus. Donc je l'ai fait, mais c'était exceptionnel. Donc j'ai jamais vraiment, j'avais un fanzine à une époque, mais c'était musical. Un fanzine papier, enfin c'est un truc de vieux. Mais, on est tous passés par là. Bah ouais, mais c'était tellement bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé à un moment, même si c'est assez récent d'ailleurs, hein, alors je ne sais pas si tu as d'autres chaînes YouTube, je ne sais pas si on avait créé d'autres, mais en tout cas, qu'est-ce qui t'a poussé un moment de faire le pas et de créer une chaîne YouTube consacrée au cinéma depuis quelques mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme pour certains, le confinement. Le confinement, c'était une idée. C'était une idée que j'avais dans un petit coin de ma tête, pas tellement de faire une chaîne YouTube ciné, ce que c'est à 95% hein, à ce jour, j'en ai conscience. Mais je m'étais dit, ce serait peut-être une échappatoire, une sorte de cours de récré assez sympa qui me permettrait en plus de communiquer ma passion et mon amour de certains films. À l'origine, c'était vraiment ça, l'envie de donner un regard, mais en toute modestie. Enfin, voilà, j'avais aucune exigence, par contre, d'audience ou de respect. Je sais qu'il y en a qui l'ont et ils ont raison, hein, mais moi, c'était pas ça. C'est peut-être aussi une question d'âge. J'ai vraiment, j'ai pas. Voilà, je cherche pas ça, quoi. Mais je voulais faire une chaîne un peu loufoque où au début, j'avais vraiment pas de ligne directrice autre que c'est ma fuite en vidéo. Enfin voilà, c'était vraiment ça. C'est pour ça d'ailleurs que je m'étais interdit de parler de cinéma dans le titre de la chaîne, parce que je m'étais dit si un jour je veux faire, là par exemple, j'aimerais faire une vidéo sur Michael Jackson, mais une vidéo sérieuse, donc enfin un truc. Mais je veux pas que des gens me disent ah bah d'accord, rien à voir avec le ciné. Enfin voilà. C'est un peu le piège quand on a une niche qui est trop claire et où du coup on peut pas vraiment parler d'autre chose. Donc moi je m'interdis rien, mais il est vrai que depuis que je l'ai ouverte il y a 8 mois, j'ai vu, je crois. Je parle surtout de films parce que c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me
Voilà, en gros, j'ai deux axes. J'ai les petites chroniques express où c'est très, pas léger, mais c'est très spontané. C'est de la critique spontanée, comme disait d'ailleurs Mérège l'autre jour quand vous parliez. C'est plus de la vie, voilà. En fait, voilà, c'est presque plus de la vie. Alors, c'est toujours un peu une critique quand même. Je me contente pas de donner mon avis, mais je vais un peu plus loin. Mais c'est assez rapide. Et il y a ce que j'appelle les critiques du vidéoclub, qui elles, par contre, sont vraiment des films que j'adore et où là, c'est très approfondi. D'ailleurs, ça dure beaucoup plus longtemps. Et où j'explique, je raconte plein de choses. Mais là, je fais un vrai travail. Voilà. Mais la chaîne, c'était le partage un peu, ça me semble un peu évident. Si tu n'as pas envie de partager, tu n'as réellement rien à faire sur les réseaux. Donc il y avait ce partage, cette envie de partager, et puis cette envie aussi de faire quelque chose, voilà, de libre, enfin, de libre dans le ton, voilà, de libre dans le ton. Donc voilà, c'était un peu. Mais pour être tout à fait sincère, et d'ailleurs je le disais au début, j'envisageais de fermer ma chaîne au bout de 3 semaines, 1 mois, hein, vraiment. Hein. C'était comme un caprice, quoi. J'y ai pensé un soir, je me suis dit, demain je vais tenter de faire une vidéo. Voilà, c'était n'importe quoi. Donc, j'ai vu qu'il y a des gens qui racontent pendant 1 an, ils y ont réfléchi, ils regardaient beaucoup d'autres youtubeurs. Moi, je ne reconnaissais aucun. Hein. Quand j'ai ouvert ma chaîne, je connaissais pratiquement aucun youtubeur, à part Durandal, que j'aimais beaucoup. Mais c'était le seul que je connaissais. Je connaissais même pas Anal Génocide, enfin tous des gens assez connus dans le milieu, quoi. J'ai découvert après, en fait, découvert tous ces gens après. Quoi. Et d'ailleurs, c'est une question que je pose pas forcément à celles et ceux c'est plutôt à ceux, parce que je n'ai pas rencontré encore de youtubeuses, mais non pas que je ne m'intéresse pas à la vie de l'interviewer sur ses confrères et consoeurs, parce que je pense que c'est une émission qui doit plus s'axer autour de la personne. Mais là, comme tu me tends la perche, ça n'est pas forcément une question sur que penses-tu mais c'est plutôt une question sur quand tu es arrivé donc dans ce milieu qui est un milieu qui est quand même très très particulier, très atypique, et qui fait parfois de l'ombre sur la presse écrite ou la presse radio. Il faut le dire, hein, il faut l'avouer. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Oui. Moi, personnellement, ça dépend des jours. Il y a des moments où je trouve que c'est plutôt intéressant, et puis parfois, je trouve que c'est plutôt inintéressant. Mais là n'est pas la question. Oui, toi, tu te retrouves dans ce milieu-là. Je sais que tu as certaines acquaintances avec Mérège. Vous partagez pas mal de choses, voilà, en commun. C'est quoi ton sentiment sur cette nouvelle fonction que tu exerces, malgré toi, sur cette chaîne dans ce milieu-là, où, comme tu l'as d'ailleurs très bien dit, certains, sont sensibles sont sensibles aux chiffres, et d'autres sont plutôt sensibles à ce qu'ils peuvent transmettre, et puis les deux, je ne sais pas. Voilà, c'est une question un peu bric à broc, comme on dit, ou c'est quoi ce sentiment que tu pourrais avoir par rapport à tout ça, que je continue encore moi personnellement à questionner, parce que c'est assez irréel. Je suis alors donc c'est récent, hein, moi je connais je découvre le YouTube ciné français. Je tiens quand même vraiment à préciser, parce que j'ai l'impression qu'à l'étranger c'est pas vraiment la même ambiance. C'est beaucoup plus sain, par exemple, parce que du coup j'en découvre, voilà. Enfin, moi, il y a des youtubeurs ciné américains que j'adore, qui sont pas forcément des stars d'ailleurs, et je constate qu'entre eux c'est pas comme chez nous, quoi. Ça se tire quand même beaucoup moins dans les pattes. Mais donc j'ai été un peu étonné de voir le mépris. J'étais un peu étonné du côté négatif. Alors, on va me dire que je suis naïf. Pourtant, je suis pas naïf dans la vraie vie. Hein, mais là, j'ai pas compris. Je ne comprends pas, toujours pas, hein, d'ailleurs. Hein. Je comprends pas le besoin de manifester, par exemple, le mépris de certains youtubeurs qui, de mon point de vue, ne sont responsables d'aucun crime. Enfin, je suis un peu perplexe, dans la mesure où, en plus, c'est pas des gens qui ont 11-12 ans, avec les hormones qui travaillent ou tout ça, et où tu pourrais te dire, voilà,
la moindre contrariété, ils se sentent investis dans des croisades. Mais je vois des gens, notamment sur Twitter, qui sont abonnés à des youtubeurs ciné, par exemple, pour les détruire. Enfin, mais vraiment, hein. Enfin, je sais pas, je comprends pas en fait. C'est une perte de temps, je ne comprends pas. Et même entre eux, je sais qu'il y a des gros débats sur Anal Génocide, qui est génial, hein. Moi, je l'adore. Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre son plaisir de massacrer d'autres gens. Enfin, je comprends pas en fait. Vraiment, hein, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut se lever un matin et se dire, lui, il est con, ce qu'il dit est faux, je vais le défoncer. Humainement, j'ai du mal à comprendre, vraiment. Mais c'est peut-être parce que je suis vieux, je sais pas. Donc, je suis un peu étonné dans le YouTube ciné, qui est quand même un univers tout petit, où honnêtement, les gens dont on parle, hein, ils sont, 30, enfin, en faisant très très vaste, 30, il y en a 15 un peu connus, et 5 qui en vivent, enfin, on va dire, en gros, quoi. Et peut-être 2 qui en vivent bien. Donc, c'est rien, mais c'est rien de rien, quoi. Et quand pour revenir un peu plus à ta vraie question, moi, c'est vrai que j'ai passé toute ma vie à lire des critiques ciné, à les lire, quoi. Et c'était donc le fruit d'un travail, un vrai travail. Enfin, même parce qu'on va me dire, oui, mais tu lisais pas forcément les cahiers du cinéma dans Mad Movies. Oui, bah je m'excuse, dans Mad Movies, les mecs étaient passionnés et ils bossaient aussi. Enfin, voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le style du cinéma. J'adorais l'écran fantastique. Je suis un enfant de Starfix. Enfin, voilà. Et donc c'est vrai que c'est un vrai foutoir, je trouve, quand même, le YouTube ciné, avec le côté génial et jouissif que ça a. Parce que moi j'adore ça, je trouve ça super. Mais j'ai un peu de mal avec certaines prétentions, certaines exigences. Et là je rejoins un peu ce que disait l'ami Mérège. C'est-à-dire que pour moi, l'humilité est vraiment ça domine tout. Enfin, ça devrait tout dominer. J'ai un peu de mal à comprendre la condescendance de certains. Mais voilà, enfin bon, c'est comme ça, hein, c'est la nature humaine aussi. Mais pour moi, je ne connais aucun youtubeur ciné, mais aucun, qui m'impressionne, par exemple. Ce n'est pas arrivé. C'est pas. Il y en a plein que j'adore, je les adore, et j'adore les écouter, ils m'apprennent des trucs. Mais est-ce que je me dis, ah non, mais alors vraiment, mais alors quelle perspicacité, et puis alors comme quand je peux lire un article de presse, bah non. Mais tant mieux, c'est pas ça que je recherche. Moi, il y a aussi un truc qui me fait me sentir un peu sur le bas-côté de ce YouTube ciné game, comme on dit. C'est que quand on me dit t'es mal éclairé, tu bafouilles un peu, tu fais trop de grimaces avec tes sourcils, je sais pas quoi, c'est comme si moi j'allais voir les mecs de première en disant le papier glacé c'est pas génial, je trouve que la typo il y a mieux à faire, et les mecs ils me regarderaient mais on s'en balèque mon pote, quoi, parle-nous du contenu, quoi. Enfin donc voilà, après c'est des trucs, pour moi ça reste quand même assez léger dès lors que c'est sur YouTube, ce qui n'empêche pas que dire des conneries c'est nul, et qu'il faut mieux essayer d'être intéressant, enfin voilà. Mais moi par exemple, je sais que je fais vraiment le distinguo entre le côté cinéphage, par exemple, de ma chaîne, parce que je regarde beaucoup de films, donc forcément tout n'est pas au même niveau, et le côté un peu cinéphile, on va dire modestement, mais parce que maintenant c'est un truc, il faut justifier de 1000 références, mais comment ça? Pardon, je suis désolé, je t'ai interrompu. Comment tu sens qu'il faut constamment justifier une certaine légitimité cinéphilique ou cinéphile? Ah oui, enfin, moi c'est ce que je constate, une fois de plus, c'est ce que je constate dans les débats des youtubeurs, mais c'est pas, moi je suis sur le bas-côté, hein. Je sais plus qui m'a demandé l'autre jour où tu te situes dans le YouTube ciné, j'ai dit, je suis même pas sur la route, moi je fais mes trucs dans mon coin, je suis tranquille, je suis passionné, mais j'ai aucune ambition particulière autre que de partager mes trucs, mais par exemple, je sais plus, enfin, même en termes d'abonnés, ça me va très bien, j'étais très content à 300, très content à 500, je suis très content à 700, mais l'important c'est que j'ai des commentaires, on discute, et c'est ça qui est top, quoi. Mais oui, sur j'ai vu des gens mettre, tu sais, dans leur description cinéphile,
et se faire lyncher. Se faire lyncher. Oui, enfin bon, serais-tu capable d'analyser le parrain sur 1 heure d'analyse? Bon, enfin, je sais pas trop. Du coup, voilà, c'est un truc. Mais j'ai appris très récemment la différence entre cinéphage et cinéphile. Pour moi, je viens d'une génération. T'aimes le ciné, ça te passionne. Génial, bienvenue dans la famille. Vraiment. C'était bienveillant. Enfin, je sais pas comment dire. Mais là, maintenant, il y a un truc. Il y a un sentiment de jugement, en fait. Mais entre des gens qui n'ont pas vraiment de crédibilité, c'est ça qui est drôle. Parce qu'à la limite, que un mec qui vient des cahiers du ciné me dise t'as marqué cinéphile sur ta petite chaîne YouTube, bon, c'est mignon, quoi. Mais je serais tellement d'accord. Moi, j'ai pas mis, moi, je mets pas parce que bon. Mais là, t'as des gens qui viennent te juger, c'est assez comique. Mais moi, une fois de plus, j'ai du recul parce que je suis vieux et que je m'en fous. Enfin, ça me fait rigoler. Mais je vois des gens que c'est des drames pour eux, des vrais drames, parce que pour eux, leur chaîne, c'est très important, c'est un but. Voilà, ils y mettent trop. Parfois, je trouve que les gens y mettent trop de choses d'ailleurs, parce qu'ils sont vulnérables du coup. Comme hier, je voyais une personne qui s'est fait juste critiquer. Mais faut s'en ficher, vraiment, faut s'en foutre un peu quand même. C'est pas très grave quand même. Mais bon. Quand on revenons au cinéma, quand on te voit, quand on voit ta chaîne, on voit tes vidéos, avant de parler de ce que tu vois et comment tu en parles, il y a aussi, la première chose qui m'avait sauté aux yeux, c'était cette espèce de fausse nonchalance pardon, à parler de films. Et je crois pas que ça soit anodin, quoi. Il y a quelque chose. Quand tu prends par exemple tes vidéos, il y a une playlist qui s'appelle le Vidéo Club, je crois. Ouais. Et dans laquelle tu parles tu reviens sur les films que tu as en possession, les DVD que tu as en possession. Et il y a comme ça une espèce de, c'est pas un travail forcément sur le ton, mais il y a une espèce de fausse nonchalance, une manière même de. C'est comme si en fait il y avait beaucoup de points de suspension et de parenthèses dans tes contenus. C'est ça qui est très intéressant aussi, qui peut peut-être dérouter, mais moi qui me fait bien rire, quoi. Oui, ça en déroute certains, je confirme. Oui, c'est tout à fait vrai, mais c'est parce que je me fais rire moi-même en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Tu sais, je peux pas m'empêcher de me voir et je me fais rire parce que ça a quand même quelque chose alors pas ridicule, mais c'est on joue un peu un rôle. Enfin, il y a une petite mise en scène dans le. Bah, voilà, il y a la caméra. C'est comme ça. Oui, voilà, exactement. Donc, mais de la même façon que tu vas pas. Enfin voilà, si je vais à la boulangerie et que je demande un pain au chocolat et qu'on me dit, ok, demain on te filme, mais fais pareil. Eh ben évidemment, je vais pas le dire pareil, mais même sans m'en rendre compte. Mais voilà. Donc, il y a un truc moi qui me fait rire et comme j'en suis conscient parce que aussi je viens d'un milieu. Mon père a été réalisateur de publicité. Moi, j'ai passé plus de 15 ans en tant que créatif en agence de pub. Donc, les coulisses, le faux semblant, tous ces trucs-là. Et puis aussi, on parlait de littérature tout à l'heure. Enfin, j'en parlais. Pareil, les airs qu'on se donne, les masques. Enfin, j'ai vu ça tellement, mais tellement dans les réunions. Tout ça me fait beaucoup rire. Et j'avoue que ça me fait rire aussi d'en jouer un peu, de jouer un peu pas le petit con, mais ça me fait, oui, il y a un petit, c'est très fin. Hein, je pense même qu'il y a des gens qui le voient pas, mais oui, je confirme que c'est là. Il y a un petit truc, un peu de nonchalance, voilà, mais bienveillante, hein, mais voilà, parce que tout ça est quand même, voilà, ça reste. Voilà. Moi, j'ai vécu comme ça reste une passion. Voilà. J'imagine très bien. Alors effectivement, tu es légèrement plus âgé que moi, mais c'est vrai que bon, les années 80, quand ça a commencé, j'avais 4 ans et quand ça s'est terminé, j'en avais 14. Mais moi, j'ai mis par contre, alors tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. Et je pense que tu as certainement compris où je veux en venir. Mais c'est vrai que les années 80 me concernant, j'ai mis beaucoup de temps. Et quand je te dis ça, c'est que c'est il y a 3-4 ans peut-être, où je me suis dit, tiens, effectivement, c'était peut-être une période qui était intéressante. Mais j'ai vraiment mis beaucoup de temps. Et pratiquement, tes vidéos questionnent, pas forcément,
Moi, je pense pas que ça questionne le cinéma. Moi, je pense que ça questionne une période qui s'appelle les années 80. Et tu en as un peu parlé au début de de cet entretien. Et les films que tu choisis pour, en fait, je trouve que ta chaîne YouTube est une chaîne YouTube qui questionne ce que tu étais et comment les années 80 t'ont regardé. Oui, tout à fait. Les films que tu choisis, c'est très subjectif parce que tu les as choisis. Mhm. Tu les as choisis parce que tu les apprécies, mais est-ce que tu les as choisis aussi parce qu'ils traduisent aussi cette période-là et qu'ils te parlent, qu'ils t'ont regardé ou euh, Ah oui, oui, oui. qu'ils font partie de toi? Ah oui, oui. C'est même là, pour l'instant, ça va changer parce que je compte continuer. Donc forcément, il y a un moment, j'aurais fait le tour, entre guillemets, des films qui me sont... enfin, avec lesquels j'ai une relation qui dépasse juste le fait que je les ai aimés, ils datent des années 80, voilà. Et ils sont bons. Moi, j'ai fait des vidéos sur des films où je savais que j'aurais aucune vue. Oui, Pratiquement. Enfin, quand j'ai parlé de Masque, par exemple, j'ai fait une vidéo sur le film avec Cher. que j'ai revu Je- après ta C'est vrai? vidéo. Après l'avoir vu, je l'ai revu. Oui, 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 oui. Ah bah, Je ça fait m'étais rapp- plaisir. je l'avais vu sur Canal et je connaissais pas Comme du tout. moi. Voilà. Je connaissais pas du tout. Pardon de t'avoir interrompu, mais c'est un peu Mhm. cette espèce d'engouement cinéphile qui me fait interrompre. Je suis désolé, mais parce Non, que non. Peter Bogdanovich, je ne savais même pas qui c'était. C'est plus tard que j'ai su qu'il avait été d'abord critique de cinéma et qu'ensuite il avait fait pas mal de films. Mais oui, je l'ai revu. Ça fonctionne finalement. Ça fonctionne, Alex, Bah, de parler d'un film et voilà, moi, ça m'a donné envie de le revoir. moi, ça me fait, voilà, par exemple, ça me fait tellement plaisir. Enfin, ce genre de choses, par exemple, que quelqu'un me dise, bah ouais, je m'en souvenais vaguement, et du coup, je l'ai revu. Ah bah, je suis tellement heureux parce que voilà, je sais que c'est pas. Par exemple, moi, j'étais assez au début. Au début, j'étais assez surpris, c'est-à-dire que quand je faisais mes vidéos du vidéo club, comme tu dis, je regardais un peu, est-ce que d'autres gens en parlent. Et ça me semblait évident que oui. Et très souvent, bah non. Mais je trouvais rien, mais rien. Genre, il n'y avait pas un seul youtubeur français qui avait parlé, mais même de Un fauteuil pour deux. Enfin, c'est quand même pas des petits films. Ah oui, Euh, exactement, oui. enfin, John Landis, mais même Flash Gordon. Enfin, j'ai halluciné. Donc bon, après il y a des choses. Bon, la snare, la snare, je Oui, savais que. alors là, ça c'est très très impressionnant. Je t'avouerai que je me souviens parfaitement du bon film vu sur Canal. Moi, je suis un enfant de la télé, mais c'est vrai que j'ai découvert le cinéma plutôt à la télévision. La Snare vue à Canal, des scènes érotiques qui m'avaient impressionné, marqué d'ailleurs, et puis Daniel Auteuil que moi je voyais plutôt dans Les Sous-Doués, et là je le vois dans C'est un ça. rôle complètement. Et puis je ne savais pas qui était la Snare. Je n'avais pas encore vu Les Enfants du Paradis, dans lequel Marcel Tout à Errand fait. joue le rôle de la Snare. Oui, et Oui. donc je suis super content de voir que ce film a aussi regardé d'autres personnes. Voilà. Donc moi, en fait, effectivement, comme tu l'as dit, c'est mon but, il n'est pas de faire des vues, par exemple. Mais bon, ça, on le voit très vite quand on regarde ma chaîne. Mais il est surtout éventuellement donc de toucher peu de monde. C'est pas un problème. Moi, ça me gêne pas. Mais de faire vraiment ou réfléchir ou découvrir des films ou regarder autrement des films. Moi, j'ai eu des messages sur Rambo, par exemple, me disant bah mince, je croyais le connaître et en fait, tu as raison, c'est un film triste avant d'être un film violent. Ah, Euh, c'est magnifique, ouais, et, effectivement, je suis euh, d'accord avec toi. et, euh, et donc ça me fait super plaisir. Enfin voilà, donc c'est vraiment c'est pas égoïste puisque je le partage et que je fais un travail. Je m'adresse à des gens avec respect, je fais tout un truc pour voilà. Mais c'est quand même la démarche initiale est un peu égoïste et c'est vrai que si elle ne l'était pas, ben, en 2 secondes, par exemple, la snare, je me dirais, mais qu'est-ce que je vais perdre des heures à faire une vidéo sur la snare? Le film a fait un bide, personne ne connaît cet homme. Personne ne regardera, tout simplement. Personne ne regardera. Mais en fait, je m'en suis vraiment fichu. Je voulais le faire presque pour moi-même. Et je suis très heureux de l'avoir fait. Et en fait, je pense que c'est ça la chaîne. Il faut suivre, pour moi, il faut suivre mes envies. Mais je comprends et respecte totalement, par exemple, les youtubeurs qui
ont des objectifs qui vont au-delà de ça, qui sont très différents de ça. Je ne vais pas reprocher à Reggie, par exemple, que j'aime beaucoup aussi. Il y a plein de gens qui le détestent. Moi, je trouve très sympa. Enfin, je le connais pas personnellement, mais Reg le gorilla, j'ai rien contre lui. On est plein de fois pas d'accord, mais moi, je suis pas d'accord avec plein de potes. Je trouve ça génial. Enfin, on cesse pas d'être pote avec quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord. Je comprends pas. C'est un truc d'internet, ça aussi. On n'est pas d'accord. Du coup, t'es un con. Enfin bon, bref. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que oui, je comprends que lui, par exemple, il fait des sondages, par exemple, parce qu'effectivement, lui, il en vit. Enfin, il en vit. C'est compliqué, mais je veux dire qu'il a des objectifs à atteindre. Il peut pas se permettre de perdre. Il peut pas se permettre de perdre du temps. Voilà, on est d'accord. Il l'a expliqué dans sa vidéo. Il l'a expliqué. Ouais. Il explique super bien. Et c'est juste une façon différente d'abord d'utiliser ce média qu'est YouTube. Mais il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon. Des fois, les gens sont étonnés. Ah bon, tu aimes bien tel YouTuber? Et je dis, bah oui. Ils me font, bah, pourtant, rien à voir avec toi. Bah, je dis, bah et alors? J'ai pas envie de voir des duplicata. Ouais, c'est. Donc bon. Mais moi, c'est vrai que pour l'instant, j'ai fait beaucoup de films qui me touchent. Et d'ailleurs, je raconte des anecdotes. Les gens m'ont dit des fois, c'est marrant, c'est sympa, tu racontes pas mal de souvenirs qui sont liés à ces films, en fait. Parce qu'effectivement, ouais, même La créature du lac Noir, bah, ça me rappelle les lunettes, le soir à la télé, enfin, des choses comme ça. C'est aussi beaucoup de souvenirs de sa propre vie, quoi. Surtout quand on a une relation très fusionnelle avec le cinéma des choses. Moi, je lui dois beaucoup. Je lui dois à la musique et au cinéma. Je leur dois limite d'être en vie. Enfin, vraiment, sincèrement. Mais donc, il y a une forme de remerciement aussi. Voilà. En fait, je remercie. Voilà. Mais c'est comme tu parlais de la snare, c'est comme quand j'ai croisé Daniel Auteuil et que je lui ai dit juste merci pour la snare, parce qu'il a fait, je pense qu'il était très étonné de cette remarque, mais finalement, réellement, j'avais rien d'autre à lui dire, c'était juste ça, merci, mais vraiment, merci par contre, vraiment, c'était chouette. Aujourd'hui, maintenant, tu as testé, tu as fait pas mal de choses avec Ouais. ta chaîne. Est-ce que maintenant tu penses à aller encore beaucoup plus loin dans la proposition, dans tes propositions, dans ton partage aussi de films encore plus peut-être plus atypiques. Est-ce que tu y penses souvent à ça? Je parle Ouais. pas des vues, hein, je parle vraiment Non. du contenu. Hein. Bah, oui, j'ai fait un petit bilan quand même enfin, j'ai un peu regardé voilà, quel est mon parcours. Et je suis assez content en fait, parce que je me suis dit, par exemple, je m'étais dit, je vais faire régulièrement un auto-bilan, et sachant que cette chaîne, enfin, c'est très très loin d'être mon activité principale dans la vie. Enfin, bah, je l'arrêterai si ça devient pourri, ou si je me fais chier, ou si machin. Bon. Et mais là, je suis vraiment content. J'ai rencontré des belles personnes, honnêtement. Hein. J'ai une communauté qui est réduite, mais qui est très qualitatif, je sais pas comment dire. Des gens qui parlent beaucoup, des gens qui sont curieux. Des fois, on s'engueule, mais gentiment. Enfin, j'ai pas de commentaires haineux à la con. Mais par contre, des fois, des gens qui sont pas du tout d'accord, mais c'est super, du coup, on discute et tout. Et donc ça, je suis très content, et j'aimerais le garder. Et puisque ces gens-là sont effectivement assez contents que ma chaîne soit différente d'autres, je suis plutôt incité à être un peu plus audacieux. Donc, bah, du coup, je vais y aller. Donc, moi, je me retenais un tout petit peu, par exemple, de faire des vidéos sur la musique ou des choses comme ça. Bah, là, j'aimerais le faire. Donc, vraiment des vidéos qui seraient hors cinéma, mais par contre, qui seraient, voilà, c'est la fuite en vidéo. Mais et pour ce qui concerne le cinéma, il y avait quelques films où je m'étais dit je pense pas en parler, et là je me suis dit si j'en parlerai, je parlerai de tous les films que j'ai envie un peu pas de défendre. Un film n'a pas à être défendu, mais j'ai envie de faire la promotion, j'allais dire la propagande, mais à mon très modeste niveau, on va dire. Donc oui, j'aimerais. Oui. Sauf erreur de ma part, parmi tes nombreuses vidéos, je crois qu'il doit y en avoir 70 ou 75, je sais plus, mais sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu de vidéo sur le portrait de Dorian Gray. Non, il y en Eh ben, ça fait partie des projets.
Mais Ah, bon. mais j'allais te dire, le jour où tu arrêteras ta chaîne YouTube, ça sera sur le portrait de Dorian Gray, ça fera une espèce de boucle Ce où... serait pas mal, ouais. Ce serait pas mal. C'est une belle idée, ouais. J'aime bien. Je prends. Je prends. Ouais. Je ferais ça. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, c'est une belle idée. Je ferais ça, ouais. Parce que par contre, je pense l'arrêter. Enfin, je me dis pas tant que ça. Voilà, j'ai aucune idée. Je serais très étonné, par exemple, si je continue en 2022. Enfin, mais peut-être, je sais pas. Mais je me fixe pas d'objectif. Voilà, j'ai aucun objectif de ce type. L'objectif, c'est vraiment que je sois content de mes vidéos. Par contre, c'est un peu un point commun aussi avec Merej qu'on a quand il disait que on peut le critiquer pour voilà, la critique est géniale et on en a besoin pour s'améliorer. Mais quand il disait voilà, les gens qui se ramènent et qui juste me critiquent pour m'insulter ou je sais pas quoi, ça me glisse dessus comme de l'eau parce que je suis content de moi. Donc en fait, l'avis d'un autre, on n'est pas obligé d'avoir le même. Donc en fait, je m'en fiche qu'il ait un autre avis. Moi, je suis un peu pareil. Donc en plus, je cherche pas à plaire. Enfin, il y a un ami qui m'a dit tu es fou, tu as osé critiquer Tenet dans ta vidéo de Nouvel An, tu vas avoir plein de thumbs down. Tout, ouais. Et j'ai rigolé, j'ai dit mais so what quoi. Enfin, c'est pas grave quoi. C'est pas grave d'avoir des thumbs down. Quoi. Les gens ils sont là, j'ai des pouces en bas, c'est une catastrophe. Moi je suis mort de rire. Non, c'est pas une catastrophe. Non, attraper le Covid, c'est ça par contre c'est pas drôle. Mais avoir des thumbs down, non, c'est pas une catastrophe. Voilà, avoir un peu de recul quoi sur Après, je comprends que c'est anxiogène. Il y a un moment aussi, les gens ils se lèvent. J'en vois, hein, c'est toute leur vie. Ils se lèvent et ils sont sur YouTube jusqu'au soir. Donc, ouais, il y a un moment, prendre du recul, c'est compliqué quoi, dans ces conditions. Quoi. Moi, ma vie, c'est pas ça du tout. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.